mercredi 21 septembre et vous regardez l'Extra Club Live sur le Lean. Aujourd'hui, 21 septembre, journée mondiale de la paix et accessoirement aussi en France métropolitaine, premier jour de l'automne, ce qui est un peu dommage pour nous. J'en profite pour saluer néanmoins tous les adhérents qui nous regardent à l'étranger, aux Antilles, dans l'océan Indien et aussi en Europe. Et aussi un salut très chaleureux au club Paris Soleil Levant qui est aujourd'hui en pleine rencontre de club et qui nous consacre 1 heure pour être avec nous. Donc merci beaucoup. Alors aujourd'hui, on fait un extra club sur le Lean. Pourquoi le Lean? Eh bien parce qu'aujourd'hui, on entend tout et son contraire sur le Lean. Et plutôt que de vous expliquer tout ce qu'on peut entendre, on a fait ce court montage, vous allez voir, assez édifiant, sur des choses à la fois très lugubres et des choses complètement envoûtantes sur le Lean. Bonjour, nous sommes le mercredi 20. Pour ses inventeurs, le Lean Management est une méthode qui doit tout simplement changer le monde. Son objectif, rendre les salariés heureux tout en améliorant leur productivité, une recette miracle pour les patrons et pour les DRH. Mais chez les employés, ça commence à coincer. Le Lean Management provoquerait aussi une surcharge de travail, du mal-être, un sentiment de harcèlement. Ce serait même l'une des causes des suicides chez France Télécom ou à la Poste. Bertrand Jacquier, l'ancien cadre de Renault Trucks, alerte aujourd'hui les médecins du travail sur les dangers du Lean. Qu'a fait le Lean? Il a nié le corps, il a nié l'émotion, il a nié l'environnement. Autant de choses qui ont un impact direct sur la santé. Cerise sur le gâteau, les salariés semblent heureux. On a mis le projet en place, on a adhéré tout de suite. Les conditions de travail sont meilleures. Le travail est plus cool, mais on gagne du temps. Parce qu'il n'y a pas de temps mort. À la chaîne, en fait, il y a toujours, on ne sait jamais, il y a quelqu'un qui est ralenti, qui ne va pas plus vite que l'autre. Donc on est obligé de s'adapter à la personne. Or qu'ici, je travaille à mon rythme. Ce n'est pas une méthode d'organisation. Les gens vont apprendre à s'organiser eux-mêmes. Ce n'est pas non plus une méthode d'innovation. Les gens vont apprendre à se servir des innovations. C'est une méthode pour augmenter le capital humain de façon à ce que ces deux facteurs-là soient utilisés beaucoup plus efficacement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire éduquer les gens au travail ? Voilà, donc nous allons revenir sur ce reportage assez édifiant dans quelques secondes, quand même le temps d'accueillir Catherine. Catherine, bonjour. Bonjour. Je suis très contente que tu sois là. Catherine, je vais te présenter brièvement. Donc, tu as un parcours essentiellement dans le monde industriel. Tu as été une vingtaine d'années chez ExxonMobil, puis un peu plus de 10 ans chez Faurecia dans l'automobile. On va dire que tu es une femme assez originale puisqu'en fait, tu es tombée fan du Lean, on va dire, en 2004 parce qu'on t'a demandé chez Faurecia d'instaurer une démarche Lean dans les fonctions support, ce qui ne s'était jamais fait, surtout en France, peut-être à la rigueur ailleurs. Et tu y es arrivée et tu es même tombée complètement convaincue de la démarche Lean, à tel point qu'aujourd'hui, tu es un membre très actif de l'Institut Lean France, qui a pour but de promouvoir le Lean tel qu'on l'entend au début de ses origines chez Toyota. Et tu es aussi professeur chez Télécom ParisTech dans la résolution de problèmes, dans le Lean, quoi, pour ainsi dire. Alors Catherine, on a créé un montage ensemble un peu horrible, où on voit à la fois des gens qui parlent de suicide et des salariés qui disent qu'ils sont très contents. Et puis quand on a préparé cet extra club, on a rencontré beaucoup de gens qui ont dit mais le Lean c'est que pour le monde industriel, ou le Lean c'est que pour les grands groupes, ou le Lean c'est que pour réduire la masse salariale. Enfin, on a entendu plein de choses. Alors moi j'aimerais savoir si tu peux de façon très concrète nous dire le Lean c'est quoi, c'est pour qui et dans quelle finalité? Alors c'est toujours un peu compliqué évidemment d'expliquer le Lean en quelques mots, tenter une définition. Ce qu'on peut déjà dire, c'est que le Lean Management, ça a été au départ l'observation de ce qui se passait chez Toyota. Toyota, en 1937, ils démarrent l'automobile, Seconde Guerre mondiale, en 1951, ils sont quasiment en faillite, ils ont 15 000 véhicules par an. Et on les retrouve vers 2011, numéro 1 mondial de l'automobile, 8 millions de véhicules par an. C'est incroyable, on ne comprend pas d'où ça vient et on commence à regarder de très près ce qui s'est passé. Il faut savoir que depuis, le titre de numéro 1 mondial de l'automobile passe entre eux et Volkswagen. Ils ont eu Fukushima entre-temps, mais ils sont clairement, sinon numéro 1, numéro 2. Donc comment est-ce qu'on passe d'une petite entreprise quasiment en faillite en 1951 à 10 millions de véhicules par an, aujourd'hui numéro 1 mondial? Ça a interpellé pas mal de gens. Alors le Lean, on ne l'a pas vu venir
comme ça, brut de fonderie, décrit entièrement, etc. C'est venu progressivement. On avait déjà entendu parler des cercles de qualité dans les années 60 au Japon. On ne savait pas très bien la trace que ça a laissé dans nos entreprises, c'est une notion d'atelier autour de la qualité, autour de l'amélioration de performance. On parle d'atelier Kaizen aussi, quelquefois. Bon. On ne savait pas très bien comment ça marchait et on voyait bien que les choses ne tenaient pas très longtemps avec des cercles de qualité. En 1978, je crois que c'est Taishi Ohno qui publie son bouquin sur le Toyota Production System. Et là, on entend parler de flux tiré, on entend parler de Jidoka, de standards de travail, de Kaizen, tous ces mots japonais qui viennent. Et c'est repris quelques années plus tard par le premier bouquin qui va décrire le Lean Management, donc de Womack et Jones, de système qui a changé le monde, dont on parle d'ailleurs dans le reportage. Ouais. Et c'est à ce moment-là que des nuées d'entreprises et de consultants d'ailleurs se sont précipités sur les concepts, puisqu'on retrouvait des outils, des techniques. Alors pour les consultants, c'était une aubaine, puisqu'on pouvait former un grand nombre d'entreprises à des techniques de flux tiré, à des chantiers Kaizen, etc., etc. On s'est rendu compte depuis que c'était beaucoup plus complexe encore que ça, parce qu'on essayait tous de faire des chantiers Kaizen, on essayait tous de mettre des flux tirés, puis en fait ça ne tenait pas. On ne transformait pas les entreprises comme visiblement Toyota s'est transformé. Donc on a découvert aussi qu'il y avait un focus client très important dans le Lean Management. On a découvert qu'il y a un travail énorme qui est fait sur le terrain avec les produits, et un livre comme le Lean Product and Process Development d'Alan Ward dans les débuts des années 2000 est venu conforter cette idée que le Lean, ce n'était pas que du manufacturing, que de l'usine, mais que c'était une approche globale d'entreprise avec un travail sur les produits, sur l'usage des produits chez les clients. Et tout ça ne suffisait pas encore pour comprendre le Lean Management. Ce qu'on comprend maintenant de plus en plus, ce qu'on n'a pas su comprendre dans les années 90, quand on a essayé d'expérimenter le Lean, c'est qu'il y a aussi un travail énorme qui est autour du développement des compétences, du développement du capital humain. C'est ce qu'explique Michael Ballet dans le reportage à la fin. Ça ne tient que parce qu'on développe des gens en vue de développer du progrès, de la performance dans l'entreprise. C'est ça qu'on apprend et qu'on découvre maintenant. Et il a fallu près de 60 ans pour comprendre comment ça fonctionne. Donc en fait, le but c'est de développer des collaborateurs pour satisfaire des clients, oui, dans la finalité, pour schématiser. Dans un premier temps, pour satisfaire des clients dans l'usage du produit tel qu'ils l'ont aujourd'hui, ce qui va apprendre aux gens qui font cette analyse qu'est-ce qui ne va pas dans le produit, qu'est-ce qui pourrait mieux marcher, quelles nouvelles fonctionnalités on pourrait développer, voire imaginer quel avantage concurrentiel demain on pourrait créer en travaillant sur le produit. Et alors, on entend souvent que le Lean, ça concerne le monde industriel. Bon, toi, évidemment, tu as travaillé dans le Lean dans les fonctions support, donc j'imagine que tu vas me dire que c'est faux, mais je voudrais te l'entendre dire. Est-ce que le Lean, c'est pour le monde industriel et est-ce que c'est pour les grands groupes? Alors, ça a bien sûr commencé, ça a inspiré d'abord le monde industriel, hein, puisqu'on décrivait des flux tirés, on pensait tout de suite usines, flux de production, etc. Mais on s'aperçoit maintenant que pratiquement toutes les grandes sociétés de services, dans la banque, l'assurance, les aéroports, les trains, l'informatique, tout le monde parle maintenant de Lean Management et a des expériences très intéressantes en Lean Management. On aura peut-être l'occasion de redonner quelques exemples. Mais moi, par exemple, j'ai vu dans les aéroports de Paris des livraisons de bagages dont le temps a été réduit par un travail sur des ABAC de livraison de bagages. On entend parler, par exemple, dans une société qui s'appelle Plastic Omnium Service Urbain, montrait au dernier Lean Summit qu'ils avaient amélioré leur taux de service de façon considérable en mettant en place de la résolution de problèmes sur leur prestation de service. On en trouve un petit peu partout, on en trouve dans la maintenance de TGV, etc. Mais là, tu viens de donner des exemples grands groupes, mais est-ce qu'on peut faire du Lean quand on est une PME de 20 ou 30 collaborateurs? Absolument, on a toujours donc l'Institut Lean France fait beaucoup de conférences sur le Lean et on a souvent, ce qu'on fait venir des patrons à ces conférences. La dernière a eu lieu en mars et on a eu beaucoup de petites entreprises ou de petites entreprises PME, je voudrais dire petites et moyennes entreprises qui sont venues.
et qui ont témoigné. On a eu des témoignages très intéressants. 2 entreprises témoignaient que les flux tirés lycée avaient littéralement sauvé leur entreprise parce qu'elles leur avaient permis de réduire leur délai de fabrication. Et dans un monde hyper concurrentiel, c'est le seul moyen pour eux de créer un avantage concurrentiel. Une start-up dans les services informatiques a déclaré avoir explosé son chiffre d'affaires multiplié par 10 en 4 ans parce qu'il s'était enfin mis à entendre, écouter l'usager de ces services et résoudre des problèmes. Et c'est un point sur lequel il travaille énormément. On a au moins 3, 4, 5 entreprises qui disent avoir survécu à la crise de 2008 grâce à une reprise complète par le Lean Management de leur stratégie globale d'entreprise en termes de positionnement de produits, de développement de techniques de leurs collaborateurs, etc. Mais alors, justement, enfin là, ce qui est plutôt intéressant, c'est que toi, on entend que tu y crois quand on parle et que tu me donnes que des exemples de boîtes qui marchent, mais pourquoi on voit dans le reportage des choses aussi horribles que les suicides chez France Télécom, le consultant qui dit le Lean annule le corps, etc. etc. Alors, il ne faut pas nier les expériences et malheureusement, si on utilise les outils, la puissance des outils du Lean Management, je vais donner un exemple. Dans le Lean Management, une des premières choses qu'on va faire, c'est qu'on va rendre les problèmes visibles. C'est-à-dire qu'on va les mettre de façon très claire sur des tableaux, sur des indicateurs, on va faire des piles de choses qui ne vont pas, on va mettre des défauts dans des bacs rouges, donc tous les problèmes vont devenir très visibles. Si vous n'avez personne pour aider et encourager les gens qui sont en charge en première ligne à comprendre ces problèmes, les résoudre, éliminer des problèmes et passer à autre chose, ce n'est qu'un moyen supplémentaire de mettre de la pression sur les gens. Ouais, donc on peut très bien comprendre qu'une entreprise à visée tayloriste qui cherche effectivement à faire de la productivité, pas dans un désir de croissance, mais dans un désir d'augmenter la valeur de son action, par exemple, pourrait utiliser les outils du Lean de façon extrêmement puissante et créer des problèmes. Je ne veux pas dire d'ailleurs que les entreprises qui sont citées dans le reportage sont effectivement dans cette situation-là, mais on peut très bien imaginer que des consultants comme des entreprises utilisent mal les outils du Lean et créent des dégâts. D'ailleurs, il y a une étude qui a été faite en 2011 par 2 chercheurs, Bertrand et Stimek, sur la santé au travail dans le cadre du Lean Management, et qui clairement montrait la différence qu'il y avait entre une entreprise qui adoptait le Lean facialement pour ses outils et qui avait 23% d'absentéisme, et une autre qui l'utilisait dans un esprit de collaboration, de développement des compétences, de partage d'informations et de résolution de problèmes, et qui tombait à 6% d'absentéisme. Donc on voit bien les 2 façons d'utiliser les outils du Lean Management. Comment ça peut être détourné de son but primitif, on va dire. Pourquoi toi tu y crois à fond? Mais parce que ça... Alors, d'abord parce que ça produit des résultats, donc c'est sympa. Mais il y a quand même 3 facteurs, moi, qui m'ont beaucoup marqué. Alors, le facteur sur lequel on accroche va changer d'une personne à l'autre. Moi, ça a été la démarche scientifique. J'ai vécu dans un grand groupe, dans des grands groupes, où la charge émotionnelle autour d'un incident ou d'un accident est énorme. Il y a beaucoup de blâme, il y a beaucoup de doigts pointés, il y a beaucoup de gens qui disent c'est la faute à machin ou c'est pas ma faute, etc. Je vous donne un exemple. On avait un jour arrêté une usine pendant 1h30 parce qu'un système de production de l'usine était tombé en panne. Et on avait su très vite que c'était un commutateur réseau. Donc, évidemment, émotion au niveau de la direction informatique. Commutateur réseau, tu veux dire quelqu'un qui appuie sur le bouton? Voilà, c'est un interrupteur qui amène le réseau sur le système et donc qui permet au système de communiquer avec les serveurs. Donc, émotion au niveau de la direction informatique. Si c'est un commutateur réseau, c'est un tout petit problème. Comment vous avez pu mettre 1h30 à le résoudre? C'est forcément que vous n'avez pas su le détecter avant, vous ne l'avez pas mis dans nos outils de supervision, il faut changer l'outil de supervision, etc., etc. Donc, énormément d'émotions, tout ça pour découvrir en fait que l'heure et demie, quand on a mis un peu de démarche scientifique derrière et qu'on a un peu investigué les causes, on s'est rendu compte que l'heure et demie, ce n'était pas parce qu'on n'avait pas vu que c'était le commutateur, ce n'était pas parce qu'on n'avait pas détecté, c'est simplement parce qu'il fallait trouver quelqu'un, un cariste, qui soit capable de monter un opérateur en hauteur parce que le commutateur réseau était situé à 3 mètres au-dessus du sol pour éviter justement que les câbles ne gênent les passages des engins de manutention. Donc vous voyez, la démarche scientifique permet d'éliminer les émotions, les blâmes et de revenir à des faits concrets. Donc ça, c'est vraiment ce qui m'a plu d'emblée.
La deuxième chose qui m'a plu, et je m'y suis mise beaucoup plus tard, c'est la compréhension de l'importance du produit. Dans les PME comme dans les entreprises, on se perd et on se noie dans des processus. On devient amoureux de ses livrables, on devient amoureux de ses projets. Et on ne regarde plus le produit. Je me souviens d'une citation rapportée par Michael Ballet, qu'on a vu dans la vidéo, d'un cadre japonais sur le TPS, qui disait « mais regardez quand le processus touche le produit, parce que c'est là que c'est important ». Donc le produit est fondamental. L'usage du produit, la façon dont on a conçu le produit pour un certain usage. Il y a un exemple qui était cité il n'y a pas très longtemps dans un article sur le Lean, une entreprise qui fait de la nourriture pour chats, fait beaucoup de marketing et fait beaucoup de nouveaux concepts de nourriture pour pouvoir en vendre, pour pouvoir dégager des avantages concurrentiels, mais sans trop discuter avec les gens de la prod. Et les ouvriers dans l'usine soupiraient parce qu'à chaque changement de fabrication d'une nourriture, il faut évidemment nettoyer les machines, et ils se désolaient d'avoir à nettoyer les morceaux de persil frais, et se demandaient vraiment qui avait décidé que les chats adoraient le persil frais. Vous voyez, c'est ce genre de choses entre la conception et la production qui sont importantes à regarder. Et puis le dernier aspect qui me passionne, c'est le côté développement des compétences. Moi, j'ai fait des Gemba assez extraordinaires récemment. Gemba ? Gemba, c'est aller sur le terrain pour voir ce qui se passe. Et je suis allée faire des Gemba assez extraordinaires chez un fabricant de très grosses grues il n'y a pas très longtemps, ou dans un centre de maintenance de la SNCF. Et quand vous voyez ce que les gens créent, dès lors qu'on leur donne les moyens de réfléchir à leur métier, à leur poste de travail, à leur façon de faire, à leur méthode, et ce qu'ils créent par eux-mêmes, c'est extraordinaire. Il y a même une des PME que je citais tout à l'heure, je ne vais pas donner son nom, mais qui développe les compétences de ces opérateurs sur le poste de travail. Ils payent maintenant même en vert chaque changement apporté par les collaborateurs, ce qui fait que plus l'atelier devient vert, plus on voit le Kaizen, l'amélioration apportée par les collaborateurs. Alors, il y a une question qui nous était posée en disant que finalement, tu avais défini Lean, mais de façon plutôt historique. Est-ce que tu pourrais le résumer en une phrase? En fait, de façon très simple. Alors, en une phrase, développer des gens, développer les compétences des collaborateurs pour pouvoir... Et donc, c'est un développement qui est mis sous tension. Hein, on va challenger les gens. Par une méthode? Il y a une méthode pour ça? C'est des méthodes... On va essentiellement passer son temps à regarder ce qui se passe sur le terrain et on va essayer de définir quelle est cause, produit, quel effet. Et en faisant ce travail de quelle cause, produit, quel effet, dans tous les domaines, production, service, fonction support, conception, usage, etc., on va effectivement petit à petit développer des compétences techniques sur le produit, la production, notre métier, notre tâche, mais aussi des compétences collaboratives puisqu'on va pouvoir associer d'autres acteurs, les convaincre de bouger et d'agir. Donc c'est développer les compétences humaines pour pouvoir développer les produits de demain et l'innovation de demain. Et alors c'est ce que tu disais justement pour les adhérents, les dirigeants qui nous regardent aujourd'hui et qui ne savent pas du tout ce qu'est le Lean ou qui sont curieux d'apprendre un peu plus. En gros, reprends-moi si je me trompe, c'est cette idée de développer des collaborateurs. Et chez Toyota, justement, il y a plein d'outils de résolution de problèmes qui ont des noms divers et variés, qui servent en fait à centrer l'attention sur le problème au moment même où il est vécu, c'est-à-dire de façon très factuelle. C'est ça en fait un peu, donc cette idée d'avancer par la résolution et la compréhension de ce qui se passe. Et puis tu disais aussi l'importance de faire du Gemba, c'est-à-dire plutôt que de se regarder dans des beaux bureaux et de faire des brainstorming, je caricature évidemment, hein, tout ça est très caricatural. Mais pas tant que ça. Non, mais cette idée d'aller en fait sur le terrain là où les choses sont produites, que ce soit de façon industrielle ou de façon au niveau des services, et de regarder là où les gens produisent le produit pour le client, ce qui se joue. C'est ça en fait un des outils de base. Oui, si on reprend le concept du Jidoka qu'il y a dans le Lean Management, qui est l'arrêt de la ligne au premier défaut, il y a plusieurs idées derrière. C'est j'arrête la ligne pour éviter de propager le défaut, parce que c'est inutile de passer du temps à assembler et à faire de la manutention sur un produit qui est déjà par construction contient un défaut, donc on arrête pour pouvoir retirer le défaut de la ligne, mais on arrête aussi pour pouvoir repérer à l'endroit même où le défaut s'est produit, dans quelles circonstances ça s'est produit, de manière à pouvoir agir très vite sur les causes. Hein, c'est le concept de la scène et du flagrant délit. C'est beaucoup plus facile de trouver qui a commis un crime quand le sang est frais sur les murs et qu'on recueille tous les indices, que si on s'y met 6 mois plus tard.
J'avais été marquée, moi, justement, par Mickaël, pour rebondir sur ce que tu as dit, qui disait que quand vous refaites un travail que vous avez déjà fait, même répondre à une question par mail alors que normalement les informations auraient dû être disponibles, du rework en quelque part, ça veut dire que vous n'avez pas fait bon du premier coup. Et ces petites choses-là, justement, sont intéressantes aussi pour progresser. Ça veut Absolument. dire que, voilà. L'intuition de Toyota a été que le coût des retouches, ce que tu appelles le rework, les retouches, était énorme, non mesurable dans l'entreprise. Il n'est pas mesuré par les comptables aujourd'hui, mais le coût de la non-qualité, le coût des retouches est énorme. Donc si on travaille ce coût-là, on va de toute façon baisser les coûts, ce qui va nous donner, là encore, des avantages compétitifs. C'est une stratégie de croissance. On libère des ressources, on libère des coûts, pas dans l'idée de couper des branches ou de supprimer des postes, mais dans l'idée de redéployer des ressources et des énergies sur d'autres produits. Alors, j'ai deux questions que je viens de voir justement posées par les dirigeants. La première, du coup, si on devait classer Lean, est-ce que c'est une stratégie? Est-ce que c'est une méthode de management? Est-ce que c'est un cheminement? Qu'est-ce que c'est? C'est presque un peu des trois à la fois, puisqu'on va y retrouver un cheminement personnel du dirigeant qui va devoir s'impliquer de façon importante, y compris toute la ligne de management. Donc c'est une transformation personnelle. C'est aussi une vision stratégique, puisqu'on va se servir de tout cet apport d'outils, de méthodes, de nouvelles visions de l'entreprise pour définir quel avantage concurrentiel me permettra de progresser demain. On va essayer, ce que Alan Ward dans le Lean Product and Process Development décrit, c'est comment je vais essayer de comprendre ce que font mes concurrents, comment je vais collaborer au sein de l'entreprise pour faire les produits de demain. Donc c'est aussi une stratégie, c'est une vision. Et puis c'est du management par, et c'est du management par définition. Et il y a une question qui est posée, c'est est-ce que c'est pas juste du bon sens pour améliorer des processus? Alors, en général, quand on démarre le Lean, on se dit « mais c'est que du bon sens » et j'en ai toujours fait. Enfin, je faisais du Lean sans le savoir. C'est un peu plus compliqué que ça parce que je vais vous donner un exemple avec les petits lots, par exemple. Vous savez que la tendance naturelle, ça va être d'optimiser une ressource. Si on prend une machine, c'est quand même beaucoup plus facile de lui faire passer un très gros lot de pièces dessus que de changer de fabrication toutes les 3 minutes et d'opérer un changement de format. Le petit lot, donc, on y résiste beaucoup. Et le petit lot, en revanche, est indispensable pour accélérer le temps de traversée pour le client de son produit. Le client attendra beaucoup moins si on fait un peu de tout tous les jours, ça se comprend, que si on attend d'avoir fait le produit A le lundi, le produit B le mardi, le produit C le mercredi. Mais donc, c'est pas du bon sens, c'est plutôt contre-intuitif. C'est plutôt contre-intuitif, oui. Alors là, on a deux types de dirigeants qui nous regardent, enfin même plus que deux types, mais il y a ceux qui probablement ne font pas du tout de Lean et qui s'intéressent au sujet, et il y a ceux qui en font déjà. Pour ceux qui s'intéressent au sujet et qui se disent « Pourquoi ne pas essayer une démarche Lean dans mon entreprise ?» Par où commencer? C'est quoi le premier pas? Alors, il y a plusieurs possibilités. Moi, j'en donnerais déjà deux. Il y a lire des livres. Par exemple, un livre... Alors, vous avez tous les livres en anglais qui sont sortis sur le Lean Management, ceux notamment qui ont décrit le Lean au départ. Ouais. Mais si vous voulez rapidement lire un livre en France et en français, par exemple, vous avez le Management Lean de Mickaël Ballet et Godefroy Beauvalet, qui vous donne une vue assez rapide de ce qu'est le Lean Management. Ça ne suffira peut-être pas à vous démarrer, mais en tout cas, ça vous donnera une première base. Ce que je vous recommande beaucoup, en revanche, parce que c'est un bon moyen de discuter, d'échanger, c'est de rentrer dans les communautés Lean qui existent en France. Elles sont animées par l'Institut Lean France. Il y a des conférences de façon très régulière. Il y a aussi un groupe qui est animé par Télécom Paris-Tech, qui s'appelle Lean en France. Donc vous avez toutes sortes de cycles de conférences, d'échanges sur le Lean en France. On déploie de plus en plus maintenant des conférences régionales. La prochaine va avoir lieu à Lille, on va en avoir à Blois et à Strasbourg aussi au mois de novembre. Donc ça, c'est des opportunités d'entendre des témoignages, d'échanger, de poser des questions, etc. Donc ça, c'est un bon moyen de démarrer. Le troisième bon moyen de démarrer, c'est de se faire aider. Parce qu'on peut vraiment perdre du temps, se tromper, faire des erreurs. L'avantage d'avoir un coach, un sensei, comme on le dit en japonais, c'est qu'on peut gagner effectivement du temps.
Mais alors, je me permets de faire un parallèle avec ce que tu disais de l'importance d'aller sur le terrain. Donc bien sûr, on lit, on s'inscrit dans une communauté, et puis je pense qu'il y a des dirigeants qui vont se dire, bon, ben, je vais aller voir sur le terrain ce que produisent mes équipes, c'est-à-dire aller faire du gemba, enfin voilà, pour reprendre le mot japonais. Mais quand on est dans une usine de production, on comprend le terrain. Maintenant, je dirige un cabinet d'experts comptables, imaginons, je vais sur le terrain, ça veut dire, je vais où, je fais quoi? Ben, c'est très rigolo que vous parliez d'experts comptables parce que effectivement les experts comptables se mettent également au lean. Dernière journée dans lean dans les services, on avait un témoignage d'un cabinet comptable. Ben, le cabinet comptable, finalement, alors c'est valable pour toutes les entités de service, hein, parce que là où on avait du flux physique de pièces dans l'usine, dans les services ou dans les bureaux, hein, dans les fonctions support, on a du flux de données. Or, le flux de données, par définition, il est invisible. Hein, il est dans des systèmes. Donc, tout l'art va être déjà de le rendre visible pour pouvoir repérer les problèmes. Donc, on va aussi rentrer dans des notions de standard. Qu'est-ce qui est normal, pas normal? Qu'est-ce qui est bon du premier coup, pas bon du premier coup? Tout ça, il va falloir le définir. Et donc, le gemba va tourner beaucoup autour de... Eh bien, je vais m'asseoir devant un client utilisant mes produits, je vais m'asseoir à côté d'un collaborateur qui tente de saisir une facture, je vais m'asseoir à côté de quelqu'un qui tente de résoudre un problème et je vais observer, avant même d'agir ou de dire ce qu'il faut faire, je vais être surtout dans une position d'observation pour me pénétrer des difficultés que rencontrent des gens sur le terrain et y réfléchir et faire réfléchir les gens sur les solutions possibles. Et là, on parle justement du dirigeant qui va sur le terrain, donc qui fait du gemba, mais est-ce que le dirigeant a vraiment un rôle important dans la démarche lean? Ah, mais le rôle du dirigeant est essentiel, il est fondamental. Excusez-moi, pour une transformation réelle de l'entreprise, le dirigeant, on ne peut pas le faire sans lui. Il ne peut pas déléguer une approche de type lean management à des collaborateurs ou à des consultants, puisque, par définition, c'est une approche globale de l'entreprise, une approche de management global. S'il délègue à des collaborateurs, alors après, ça va dépendre des tailles d'entreprise, effectivement, mais même s'il est obligé, du fait de la taille de son entreprise, de déléguer à certains, il faut qu'il s'implique néanmoins sur le terrain et qu'il adopte des approches et des démarches scientifiques, de gemba, d'observation, de focus client, etc., etc. Et qu'il sache donner du sens sur le terrain entre la vision qu'il a, lui, de sa stratégie, et ce que font les gens sur le terrain. Alors surtout, ce qu'on ne fait pas, c'est déléguer le lean management à des consultants. Parce que les consultants, eux, vont se développer, ils vont apprendre beaucoup de choses, mais votre entreprise n'apprendra pas. Oui. Donc si on fait venir des consultants ou des coachs, c'est avec une implication forte des gens sur le terrain de l'entreprise même. Et si on a au sein d'une entreprise une équipe qui est très motivée par le lean et un dirigeant qui n'est pas motivé, enfin qui n'est pas motivé, qui s'en fiche en fait, est-ce que ça peut marcher? Là, ça marchera très bien au niveau de l'équipe elle-même. Hein. Je l'ai vu de nombreuses fois. Évidemment, ce qui ne se passera pas, il n'y aura pas de transformation de l'entreprise, de l'entité. Mais ça peut créer des choses très sympathiques déjà au niveau d'une équipe, ça peut faciliter la collaboration avec d'autres équipes, ça peut rendre le métier déjà beaucoup plus rigolo, sympathique, on voit les progrès, on se fait plaisir, c'est déjà énorme. Alors, je reviendrai, il y a beaucoup de questions justement sur est-ce qu'on manage les collaborateurs ou les processus. Je vais juste terminer sur la part du dirigeant avant de te poser ces questions-là. Donc, tu disais oui, ça peut fonctionner, mais l'implication du dirigeant est importante. Et on voit aussi dans les PME qui commencent à développer Lean parfois, et même dans les grands groupes, c'est évident, des frais de structure qui augmentent, entre guillemets, parce qu'on fait rentrer des gens, des coordinateurs Lean, des responsables Lean. Est-ce que c'est pas un peu un oxymore quand on sait que le Lean, ça veut dire amaigrissement, finalement d'embaucher des gens qui deviennent responsables de la démarche Lean? Alors, c'est l'inconvénient, effectivement, de toute approche de management, parce qu'il faut acquérir un certain nombre, il faut investir pour acquérir un certain nombre de techniques, méthodes, outils, approches, etc. Et il faut pouvoir créer des mobilisations d'équipes, il faut pouvoir engager des formations. Ça demande quand même du monde. Donc c'est une question d'investissement. Moi je le vois plus comme un investissement. Il faut le faire en fonction de la taille de son entreprise, évidemment. Et il faut faire très attention à ce que ces équipes de consultants Lean ne deviennent pas une tour d'ivoire d'hyper-experts qui seuls savent le faire, et s'ils ne sont pas là ou ne sont plus là, rien ne se passe. Ils ne sont là que pour faciliter le développement des compétences
en lean management et en d'autres techniques, techniques de métier, techniques de collaboration, par les équipes en place. Idéalement, l'équipe de consultants lean s'auto-saborde au bout d'un moment. Idéalement. Ouais. Idéalement. Alors, il y a plusieurs questions maintenant. On va revenir sur le côté management du lean et côté formation. Bon, on a dit pour qu'un dirigeant se forme, il faut rejoindre une communauté, il faut lire des livres, il faut se faire accompagner par un coach spécifique qu'on appelle un sensei. Bon, ça, si des dirigeants ont des questions sur comment trouver un bon sensei, tu pourrais y répondre par mail. En revanche, comment on forme les équipes en interne au lean ? C'est-à-dire, je suis dirigeant, ok, j'ai commencé à lire, j'ai commencé à rencontrer des gens, et mes équipes ? Alors, on ne forme pas. Le grand danger, ce serait de vouloir faire un Big Bang avec formation en salle sur l'histoire du lean management, la technique de flux tiré, etc. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va former, les formations qu'on va faire vont être très limitées à des outils précis comme de la résolution de problèmes ou la mise en place de Kanban dans un flux tiré. Kanban, tu peux expliquer ? Ce sont des étiquettes qui nous donnent le signal de production pour le processus amont. Quand j'ai fini de consommer tout ce que j'ai sur mon processus aval, je tire le flux du processus amont en leur envoyant un signal en disant « Coucou, refabriquez-moi tel produit ». Donc c'est une étiquette. Donc oui, on va pouvoir utiliser de la formation sur des outils ou des techniques très précises, mais le reste se fait fondamentalement par de l'expérimentation sur le terrain. C'est-à-dire qu'on va faire des chantiers d'amélioration, on va mettre en place des moyens de faire de la résolution rapide, problème, cause, action au niveau des équipes, on va venir supporter ça. On va faire des choses un peu plus complexes avec de la formation un peu plus complexe sur des problèmes transverses entre différentes équipes, mais tout ça sur des problèmes concrets. Donc pas de formation en salle, sinon sur des micro-techniques, essentiellement de l'expérimentation sur des problèmes concrets. Et on commence par qui dans une entreprise ? Alors, moi, ma recommandation, ce serait de commencer par quelqu'un qui a envie de changer de méthode de management ou de tester le lean management, de le faire sur la base du volontariat. C'est déjà assez complexe comme transformation et comme chose à emmagasiner, à accepter et à changer. Le faire sur quelqu'un qui n'a pas envie conduira en général, sinon au désastre, en tout cas à une passivité qui ne donnera aucun résultat au bout d'un moment. Et alors, on a eu une question aussi qui est assez intéressante, je trouve, c'est-à-dire que tu as expliqué le lean, c'est quand même une démarche stratégique, managériale et un peu presque, je caricature, philosophique, dans le sens où on a envie de progresser et on a envie que les gens progressent sur leur façon de connaître leur métier et qu'ils progressent sur le lieu de travail, dans le but, bien sûr, que l'entreprise soit profitable, que ça réussisse, etc., etc., dans la pérennité de l'entreprise. Mais comment ne pas perdre de vue cet objectif quand on est à fond dans les outils, dans la résolution de problèmes et qu'on voit en plus qu'on commence à suivre des indicateurs financiers qui se portent bien, comment ne pas perdre de vue la bonne finalité du lean, on va dire ? Alors ça, c'est vraiment le travail, je dirais, d'hélicoptère qu'on va faire en permanence, et notamment au niveau du dirigeant. Le dirigeant a une vision, il est haut et il réfléchit loin. Il descend sur le terrain. Quand je dis le dirigeant, c'est l'ensemble des équipes managériales. Il descend sur le terrain et redécompose cette vision en choses concrètes pour les gens du terrain. Qu'est-ce que ça veut dire en termes d'objectifs opérationnels pour moi dans l'usine, pour moi en tant qu'acheteur, pour moi en tant que vendeur. Et donc là, il va aider et supporter et coacher sur des choses qui vont rentrer dans un très grand luxe de détails. Donc on va faire, et il va donner du sens. Il va dire, vous faites suer, si je puis me permettre, sur ce luxe de détails, à comprendre quelle cause fait quel effet, parce que ça va nous permettre de progresser dans la direction que nous nous sommes donnés. Donc il est en permanence en train de passer de la stratégie au terrain en détail et de donner et de revenir à la stratégie en redonnant du sens par rapport à ce qu'on fait en opérationnel. Ce travail-là, il est fondamental parce que sinon les deux vont s'éloigner dans leur tour d'ivoire. Le top management va rester dans sa stratégie, l'opérationnel va se noyer dans le détail et on ne va jamais retrouver les deux. C'est pour ça qu'on insiste énormément sur la présence du dirigeant sur le terrain. Alors, si tu dis justement que l'opérationnel résout les problèmes et du coup devient de plus en plus compétent, c'est-à-dire les équipes, les opérateurs en fait, quel est le rôle d'un manager? Et du coup, même à la question d'après, est-ce que ça a un rapprochement avec l'entreprise libérée? Alors, le rôle du manager, et on va retrouver des choses très similaires dans l'entreprise libérée. Qu'est-ce que le lean management et l'entreprise libérée font? C'est qu'elles disent la méthode tayloriste où on avait un hyper expert dans un bureau qui pensait
Alors, quand je dis dans un bureau, je caricature parce qu'il avait quand même observé un certain nombre de choses sur le bien sûr, terrain. Mais il avait observé des choses sur le terrain et lui, tout seul dans son coin, décidait que la meilleure façon d'aborder les choses, c'était de faire comme ci et comme ça. Donc, cet expert pensait et il revenait sur le terrain et disait maintenant vous exécutez. Je pense, vous exécutez. Donc, cette méthode tayloriste du command and control à l'américaine, elle a fait son temps. On se rend compte, elle est toujours très prégnante dans nos entreprises, mais on voit bien qu'elle n'aboutit pas à des résultats, surtout dans un marché hyper saturé comme est le nôtre, où trouver l'avantage concurrentiel de demain est devenu très complexe. Donc tout ça a fait qu'un certain nombre de systèmes de management ont été remis en cause. On s'est dit, il y a eu l'entreprise libérée, le lean management, on pourra parler aussi de l'agile. Oui. Il y a un point commun partout, c'est comment redonner de l'autonomie aux équipes sur la compréhension de ce qui leur arrive et les moyens d'y arriver. Le rôle du manager de l'entreprise libérée, comme dans le lean management, c'est de venir en support. Donc le rôle du manager de l'entreprise libérée, il n'a pas disparu, au contraire, il change. Il n'est plus celui qui dicte et qui édicte, ou celui qui pense pendant que les autres exécutent, mais il est celui qui vient soutenir, qui vient coacher, qui vient former, qui vient faire collaborer et qui apporte du sens. Donc je crois que là, les deux se rejoignent. Même chose pour le lean, oui. D'accord. Là où le lean est allé plus loin probablement que l'entreprise libérée, d'abord, il est plus ancien dans sa description, ça fait 60 ans ou 70 ans qu'on l'observe, c'est qu'il y a eu beaucoup plus de travail fait sur la démarche scientifique dans l'entreprise, sur les techniques de résolution de problèmes, sur les flux tirés lissés, sur le JIDOKA. Donc il y a beaucoup plus de choses qui ont été décrites par le biais du lean management et qui ont été observées et expérimentées. Et on a des résultats maintenant très, très éloquents sur le lean management. Voilà. Alors, on entend souvent quand même que se lancer dans une démarche lean, ça coûte cher parce qu'il faut il faut que le dirigeant se fasse accompagner. Je ne sais pas si prendre un Sensei, c'est cher, pas cher, j'en sais rien. Mais en gros, est-ce qu'on peut être sûr qu'on va avoir des retours sur investissement? C'est-à-dire, est-ce que ça vaut vraiment le coup de se lancer dedans? Est-ce que ça marche pour tout le monde si on le fait bien? Alors, le retour sur investissement, vous promettre un retour sur investissement, c'est compliqué à faire, parce que ça va dépendre du contexte, du dirigeant, de l'engagement, de la situation dans laquelle est l'entreprise au point de départ. Mais dans notre expérience, effectivement, tous ceux qui y ont cru et qui ont investi, et le mot investissement n'est pas neutre, puisqu'il faut vraiment investir du temps, investir de la compétence et de l'argent. Tous ceux qui y ont cru ont eu des résultats. Il y a des entreprises, comme je le citais tout à l'heure, qui se sont vraiment sauvées de la crise de 2008 par ce biais-là. D'autres ont réussi à négocier des avantages compétitifs sur le terrain en réduisant par exemple leurs délais de fabrication, qui sont devenus des choses extrêmement... Maintenant, on est très demandeur de réactivité et de flexibilité. Je ne parle pas des grandes entreprises, les Google, les Amazon, etc. On ne parle pas de lean management dans ces entreprises-là, mais ce sont des entreprises qui ont adopté des méthodes agiles très très proches, et pour certaines qui font du lean management, même si elles n'en parlent pas. Il y a des résultats. De toutes les façons, on n'a rien à perdre à s'attaquer à nos problèmes, dans l'absolu. Dans l'absolu, on n'a rien à perdre, on a plutôt tout à gagner, surtout si on s'attaque à des problèmes qui sont d'abord et avant tout les problèmes que nous posons avec nos produits ou nos services à nos clients. Qu'est-ce qu'on peut perdre et qu'est-ce qu'on risque à résoudre les problèmes que nous posons à nos clients. Alors j'avais entendu dire aussi que le lead c'était la résolution de problèmes, mais qu'il ne fallait pas s'attendre à un grand soir, c'est-à-dire on va pas traiter un problème colossal, ce sont des micro problèmes du terrain, mais qui peuvent paraître absurdes si on les prend comme ça hors contexte. Par exemple, la franchisseuse ne marche plus, je dis n'importe quoi, dans les mails de confirmation, il manque toujours tel numéro, du coup on reçoit une relance pour avoir le numéro, ou des choses comme ça. C'est des micro-détails qui font vraiment progresser l'entreprise. Oui, parce que c'est le rêve de tout un chacun. Je pense que c'est le rêve de chacun d'entre nous de pouvoir trouver la martingale qui ferait que, en résolvant ce gros problème-là, on explose l'entreprise et c'est merveilleux. Dans la réalité, ça ne marche pas comme ça. On le sait tous, les problèmes sont complexes, il faut les décomposer. Et c'est en travaillant des micro-problèmes dont on n'est pas sûr en résolvant ce problème-là. Si on est sûr, on va travailler la cause, mais on n'est pas sûr que en résolvant ce problème-là, on va finir par impacter la croissance de l'entreprise. Mais voilà, c'est un pari qu'on fait, de faire des petites améliorations au jour le jour, et ça va être le rôle du dirigeant de créer cet apprentissage par l'expérimentation
au jour le jour, dans l'espoir, et toujours en donnant du sens, toujours en disant, voilà, ce qu'on cherche à faire, c'est se développer telle ligne de produit par rapport à tel concurrent, en donnant du sens et en expérimentant par des tout petits pas. Alors, il y a eu, justement, par rapport à tout ce que tu viens de dire sur l'importance du dirigeant, sur le fait d'aller sur le terrain, sur la compréhension des problèmes, il y a des adhérents qui disent, est-ce que tu peux, par exemple, nous donner des exemples d'outils Lean? Parce que tu as dit, aller sur le terrain, c'est très important pour comprendre, mais ça peut paraître un peu pauvre comme explication. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer de façon très vulgarisée la force d'un outil Lean, par exemple, un tableau de résolution de problèmes? Comment ça se passe? Alors, c'est compliqué dans le format que nous avons là de vous parler d'un outil Lean et on veut toujours un peu se rassurer en se disant mais quel outil je peux brandir pour m'aider sur le terrain. Mais voilà, on peut prendre par exemple, comme tu le suggères, une démarche de résolution de problèmes. Déjà sur le terrain, la première question qu'on va se poser c'est est-ce que je suis sur le bon problème ? Quel est l'enjeu? Est-ce que j'ai un enjeu client? Est-ce que j'ai un enjeu environnement de travail, sécurité? On n'en a pas parlé, mais dans le Lean Management, on s'inquiète et de l'environnement, et environnement au sens CO2, carbone, etc., mais aussi de l'environnement de travail des gens. On ne peut pas non plus mettre les gens sous tension vers une vision de croissance si on ne leur donne pas aussi des postes de travail ergonomiques qui les font pas souffrir, etc. Donc déjà, on se pose la question de l'enjeu. Est-ce que je suis sur le bon problème? La deuxième chose qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de décrire factuellement le problème. Est-ce que je suis capable de le décrire? Est-ce que je suis capable de l'inscrire dans un petit schéma de processus? Est-ce qu'on a la même vision du flux? Ah ben non, on n'est peut-être pas en train de parler de la même chose, donc on le décrit rapidement sur un bout de papier. Est-ce qu'on comprend les zones où ça achoppe? Est-ce qu'on voit et on repère les points de faiblesse? Et ces points de faiblesse-là ne vont-elles pas nous donner des hypothèses de cause? Et ce sont des hypothèses de cause. On est dans une démarche scientifique, donc on a peut-être des causes possibles. Si on a des causes possibles, comment est-ce qu'on va faire une expérimentation, une expérience pour vérifier que c'est la bonne cause? Si j'enlève telle chose ici, est-ce que le problème se répète? Si je modifie ça, est-ce que j'ai à nouveau ce problème? Est-ce qu'en creusant un peu plus la liste de mes défauts, et encore une fois, je parle service aussi bien, un service informatique, achat, etc., que manuf. Donc voilà, on va essayer de faire des expériences pour confirmer des causes. On va passer de causes probables à des causes avérées. Une fois qu'on a les causes avérées, il va falloir se poser la question, c'est bien joli que la cause avérée, ce soit ce petit écrou qui manque ou ce numéro de facture déconnant. Mais ce qui m'intéresserait, c'est de savoir comment on est arrivé là. Donc, on va utiliser des techniques de 5 pourquoi pour revenir en arrière et essayer de voir quelle erreur de jugement ou quelle erreur de conception il y a derrière, parce que c'est ça qu'il est intéressant de corriger. Sinon, on va se contenter de faire une retouche. On va revisser l'écrou et on aura terminé. J'ai eu un exemple pour changer un peu de schéma. Dans l'informatique, un jour, SAP, tout le monde connaît SAP, dans un très gros groupe, tombe en panne. On s'interroge, qu'est-ce qui s'est passé? On a compris, c'est la connexion avec l'onduleur qui avait sauté. L'onduleur, vous savez, c'est cette machine qui permet de continuer à alimenter électriquement un serveur informatique, même s'il y a des micro-coupures d'électricité ou des coupures d'électricité. Donc la connexion à l'onduleur ne fonctionne pas parce qu'il y a un petit écrou desserré, etc. On est content, on a trouvé l'écrou desserré, on a trouvé la cause. Oui, mais si on se contente de resserrer l'écrou, on a un vrai problème. Parce que demain, l'écrou peut à nouveau se desserrer. Donc ce qui est vraiment intéressant, c'est d'aller comprendre qu'est-ce qui fait qu'on fasse dépendre SAP d'un écrou mal serré. Donc, 5 pourquoi, cause racine, et là on va entrer dans des stratégies de contre-mesure, est-ce que je fais telle action ou telle autre action, etc. Et surtout, on va vérifier nos résultats. On se sera donné un objectif et on va venir mesurer les résultats, parce que si on ne mesure pas, on n'apprend pas. On ne comprend pas quelle action a eu quel impact. On est toujours dans cette démarche, quelle cause produit quel effet. Tout l'art du Lean Management, c'est ça en résolution de problèmes, ça en innovation. Quel facteur dans mon produit, dans mon service, fait que les gens l'aiment ou l'utilisent ou l'achètent plus que celui des concurrents.
Quelle cause produit quel effet. Et alors, y a une question, je ne sais pas si tu peux y répondre, mais du coup, comment on pourrait expliquer que, comme on a vu dans le reportage, France Télécom en soit arrivé là? Alors, moi, je ne connais pas du tout la situation de France Télécom, et je ne suis pas du tout sûre que ce soit le lean management. Encore une fois, et donc je ne parlerai pas certainement de France Télécom, mais je peux concevoir qu'une entreprise qui délèguerait du lean management à des consultants internes ou externes, et qui ne s'approprierait pas la démarche de transformation, on se retrouverait dans la situation qu'on évoquait tout à l'heure. C'est la puissance des outils du lean, la mise en lumière des problèmes, permet le blâme, permet d'identifier plus facilement les gaspillages, permet de supprimer des postes. Ça, c'est un cycle que vous pourrez faire une fois, vous ne le ferez pas deux, puisque plus personne ne voudra collaborer à ce genre de méthode. Et est-ce qu'on peut transplanter le lean dans les services publics, par exemple les hôpitaux? Absolument. On a des exemples dans les hôpitaux qui sont extraordinaires sur le lean management, où on va travailler également l'environnement de travail. Je vais vous donner quelques exemples. Le CHU de Grenoble, ils sont venus au Lean Summit au mois de mars, et ils nous ont raconté comment ils avaient éliminé tous les patients dans les couloirs en travaillant toutes les causes de non-sortie des patients. Les patients qui dormaient dans les couloirs. Voilà, c'est-à-dire qu'on installe les patients malheureusement dans des couloirs parce qu'on n'a plus de place dans les chambres. Et tout ça parce qu'on ne savait pas organiser suffisamment efficacement le flux de sortie. Donc ils ont travaillé sur les causes des non-sorties de l'hôpital, parce qu'il n'y avait pas de prise en charge, parce qu'on n'avait pas l'ambulance, etc. Et ils ont éliminé l'intégralité des patients dans les couloirs. Le CHU de Dinan-Godin, qui était à la conférence Lean dans les services, c'est en Belgique, nous dit qu'ils ont réduit sur certaines unités de soins 55% de leurs heures sup. Ou 92% des déplacements inutiles des infirmières. Oui, moi je me souviens de ce patron d'hôpital qui racontait que ces infirmières faisaient avant une démarche fine 13 km par nuit à pied, et qu'après une démarche fine, elles en faisaient plus que 2,5. Du coup, elles avaient plus de temps au chevet du patient. Absolument. Du coup, absolument. Plutôt que de faire des déplacements inutiles. Alors, il y a eu vraiment plein de questions, mais alors ça me fait rire, je vois beaucoup de questions de dirigeants qui disent « Ok, mais alors si le consultant externe, c'est pas la solution, mais comment faire ?» En fait, est-ce que tu peux être un peu plus précise sur le rôle du coach qu'on appelle en japonais le sensei? C'est qui? Comment on le trouve? Est-ce qu'il va accepter, ce monsieur ou cette femme, d'accompagner le dirigeant? Alors, si on le trouve, il va, on l'espère, accepter d'accompagner, c'est pas le souci, mais le sensei, alors... Vous allez, Michael Ballet, je crois, va sortir bientôt une petite explication entre justement la différence qu'il voit entre un sensei et un consultant. Le consultant va apporter, alors dans ce que je vais décrire, le consultant c'est celui qui vient apporter des techniques, qui vient former une entreprise sur des techniques. Donc il est là, il forme au flux tiré, il anime des chantiers, il met en place un management visuel. Management visuel, ça veut dire des tableaux ou des moyens de repérer et de rendre visibles les problèmes. Donc, il fait tout ça. Lui, il apprend beaucoup de choses, mais les équipes n'apprennent pas parce qu'il se substitue un petit peu aux équipes pour faire ça. Le rôle du coach, tel que nous le voyons en ligne, ce serait beaucoup plus non pas d'apporter les techniques et de former aux techniques, mais de recréer, et c'est beaucoup plus complexe à faire évidemment, les conditions d'apprentissage à ces techniques. Comment est-ce qu'on va faire réfléchir les gens à qu'est-ce qui va rendre leurs problèmes visibles, qu'est-ce qui est une situation normale, pas normale, qu'est-ce qui est bon du premier coup, pas bon du premier coup, comment on les fait réfléchir à ça et non pas leur donner la solution. Donc tout le rôle d'un coach ou d'un sensei, c'est ça, c'est créer ce schéma d'apprentissage, cette façon d'aborder au sein de l'équipe, dans le contexte de l'entreprise, qu'est-ce que ça veut dire les flux tirés pour moi, qu'est-ce que ça veut dire être plus proche du client pour moi, qu'est-ce que ça veut dire être sûr que les livraisons partent à temps pour moi, etc. etc. Ce phénomène-là donc d'apprentissage est plus complexe puisqu'il implique des questions, des questionnements, beaucoup plus qu'un apport de technique dans une formation de type classique. Donc c'est ça la différence qu'on fait entre consultant et coach. Alors, la question après c'était, ça coûte de l'argent, mais vous savez quand vous avez un consultant pendant un mois qui vous met en place, qui vous installe le lean management dans l'entreprise et qui repart,
c'est peut-être un peu, pas tellement moins cher ou plus cher qu'un coach qui vient une fois par mois vous remettre sur les rails et vous aider à réfléchir sur les méthodes d'apprentissage de votre entreprise. C'est un choix. Hein. Mais on recommande effectivement plutôt une forme de coaching qu'une forme de consultant à la place d'eux. D'accord. Et alors, il y avait eu 2 questions aussi qui avaient été posées en amont de cet Extra Club, qui avaient été posées par mail dès l'inscription. La première, c'était est-ce qu'on peut lier une démarche Lean avec une démarche de qualité ISO, quelle qu'elle soit en fait? Ça, c'était une première question. Et puis, il y avait une autre question aussi. On va commencer par celle-là, je te la dirai après. Alors, sur les démarches ISO, je ne suis pas une super experte de l'ISO, mais je vois assez... en quoi ça consiste? Quand même en quoi ça consiste. Ce qui est amusant, c'est que dans la version 2015 de l'ISO 9001, on est venu réintroduire des notions d'amélioration continue. À ma connaissance, elles n'existaient pas avant, mais peu importe, même si elles existaient avant, on est venu les renforcer. L'amélioration continue, on retrouve des notions de Lean Management. En fait, l'ISO voit bien l'apport que le Lean Management amène en termes de comprendre ce qui est bon, pas bon, repérer les problèmes, les traiter, etc., etc. Donc on retrouve des problématiques similaires. Ce que le Lean Management essaie de déployer, c'est des choses, des formes d'apprentissage propres à chaque équipe. On ne crée pas un standard réplicable à l'infini, une norme, une procédure, un formulaire réplicable à l'infini. Chaque équipe s'approprie la meilleure façon de rendre ces problèmes visibles et de les résoudre. Donc c'est un peu là que ça diverge, puisque ISO va être plus normatif par définition que le Lean Management. Maintenant, elles ne sont pas incompatibles puisque vous pouvez vous appuyer sur tout ce que vous faites en Lean Management pour venir plaquer dessus une démonstration ISO. D'accord. Vous faites de l'ISO par le biais du Lean Management. Donc ça se rejoint. Et alors, il y avait aussi une autre question. Si on fait du Lean ou qu'on veut faire du Lean, comment vendre cette idée à nos partenaires sociaux qui voient dans le Lean la réduction de la masse salariale en fait? Alors, on comprend pourquoi les partenaires sociaux s'en émeuvent, parce que si vous écoutez ce qu'on dit du Lean dans la rue, on parle, si vous demandez à 10 personnes dans la rue, pour peu qu'elles sachent ce que c'est que le Lean Management, elles vous répondront « élimination des gaspillages ». Donc on pense tout de suite, élimination des gaspillages, réduction de postes, réduction de postes, suppression d'emplois. Il n'est pas surprenant que les syndicats soient, je ne vais pas dire remontés, mais très inquiets ou suspects ou soupçonneux. En plus, ce que les syndicats ont pu observer, c'est que dans des zones où on a effectivement accéléré des temps de cycle, on a pu ne pas regarder l'aspect ergonomique des choses, des postes de travail, les risques de TMS, et donc du coup le personnel peut se retrouver plus challengé et dans des conditions de souffrance physique au travail. Donc ça, ce sont des choses qui sont fondamentales dans le Lean Management. C'est oui, on va peut-être accélérer des temps de cycle et des façons de faire, mais on va aussi augmenter la participation de l'opérateur à la qualité, à la réflexion, à la petite résolution de problèmes. Ils ne vont pas aborder des problèmes complexes, mais ils vont contribuer à l'amélioration de ce qui se passe autour de leur poste. Je vous ai cité des cas à la SNCF, par exemple, ou chez Alliance Mime, la PME dont je parlais, qui peignait en vert au fur et à mesure qu'ils changeaient des choses sur leur poste de travail. Ben ça, c'est ce que le Lean Management apporte. Donc ça, c'est peut-être une forme de réponse qu'on peut avoir vis-à-vis des syndicats. Deuxième chose très importante vis-à-vis des syndicats, c'est être clair sur l'objectif que vous voulez aborder avec le Lean Management. Est-ce que votre objectif est de faire de la croissance, de développer votre entreprise ou pas? Si votre objectif est de supprimer des postes, n'appelez pas ça Lean Management, vous êtes simplement en train de faire du re-engineering de process et vous allez réduire des postes. Mais voilà, c'est pas du Lean Management. Oui, en tout cas, c'est pas du tout la philosophie du Lean telle qu'elle a été conçue. Avant de se quitter, parce que leur approche, pour les patrons qui font déjà du Lean, comment peuvent-ils savoir qu'ils sont sur la bonne voie du Lean? Parce que le Lean, tant qu'on n'a pas mis les mains dans le cambouis, finalement, on peut en parler, on peut donner des définitions, mais en fait, c'est surtout quelque chose qui s'expérimente. Pour ceux qui sont dedans, comment savoir s'ils sont dans le vrai, entre guillemets? Alors, encore une question un peu difficile. On n'est pas là pour rigoler. On n'est pas là pour rigoler, mais peut-être quelques indices. Déjà, est-ce que quand les problèmes remontent, vous les
vous les acceptez comme une bonne nouvelle, une opportunité d'apprendre, ou est-ce que pour vous, c'est horrible, c'est la chienlit, et c'est émotionnel, etc. Donc, quelle réaction avez-vous, vous, vis-à-vis des problèmes? C'est déjà un premier indice. Deuxième indice, est-ce que vous êtes plutôt sur le terrain ou est-ce que vous êtes plutôt dans votre bureau? Et quand on dit sur le terrain, c'est à regarder des choses assez détaillées et assez précises concernant, par exemple, la façon ou la facilité qu'ont vos produits à être assemblés dans votre usine, ou la facilité qu'ont vos équipes de service à apporter le service que vous attendez, et puis à regarder aussi l'usage que les clients en font. Hein, si vous êtes dans les services, mettez-vous à la place du client et regardez comment il subit quelquefois le service ou le produit dans son usage quotidien. Oui, c'est pas améliorer le process pour améliorer le process, c'est améliorer le process pour mieux servir le client. Absolument. En servant mieux le client, on augmente sa loyauté. Sa loyauté va permettre d'accroître le chiffre d'affaires. Théodo, la start-up dont je parlais, qui avait explosé son chiffre d'affaires, a constaté énormément de réachats de ses clients satisfaits. Hein, oui. Donc, on peut croître en allant chercher des nouveaux clients, mais on peut aussi croître beaucoup en faisant réacheter les clients. Donc, ça, c'est le deuxième indice. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme indice? Est-ce que vous vous penchez sur le développement de vos collaborateurs? Est-ce que vous raisonnez formation, développement des compétences? Vous savez, il y a une petite blague qui circule sur Internet. C'est un dirigeant qui parle à un autre et il dit mais dis donc, c'est bien joli tout ça, la formation, mais si on forme tous nos collaborateurs et qu'ils s'en vont? Et l'autre dirigeant répond oui, mais si on ne les forme pas et qu'ils restent. Donc vous voyez, voilà, ce sont quelques indices qui vous donnent à penser que vous êtes sur le bon chemin. On voit ses collaborateurs progresser, on sent que ça progresse, on sent qu'ils sont plus on s'en inquiète. Voilà. Alors bon, il est l'heure de se quitter, il est quasiment midi. Pour les dirigeants qui veulent aller plus loin sur le sujet, donc on a vu les livres, rejoindre une communauté, l'Institut Lean France. Est-ce qu'il existe des MOOC? C'est une question qu'on a eue. Oui, il en existe. On va vous donner après l'adresse mail de Catherine qui va pouvoir du coup vous donner les MOOC existants. Et puis aussi, sachez que Michael Ballet, dont tu as beaucoup parlé, qui est un Sensei Lean assez connu, a fait un MOOC pour la PM qui va être bientôt disponible. Donc vous pourrez aussi vous y référer si vous avez des questions, parce qu'une heure de temps c'est très court, et c'est très court pour poser toutes les questions de ceux qui débutent complètement comme de ceux qui sont assez avancés. Vous avez l'adresse email de Catherine, elle peut y répondre dans la mesure du possible, hein, bien sûr, tu ne vas pas non plus faire un conseil à distance sur 3 ans. À tout le monde avec plaisir. On est d'accord. N'oubliez pas de toutes les façons que l'un des premiers pas importants c'est quand même de rejoindre une communauté et de discuter avec des gens qui pratiquent le Lean, parce que c'est quand même une pratique d'entreprise. C'est très motivant de se retrouver avec d'autres personnes et d'en discuter. Donc moi je les engage à rejoindre les communautés Lean localement dans leur région. Ils peuvent aller sur le site de l'Institut Lean France, ils verront un petit peu tout ce qui s'y passe en termes d'animation de communauté. Ok, et voilà, nous on vous dit au revoir et puis vous étiez 154 à suivre cet Extra Club, on vous remercie. C'est un sujet technique, c'est un peu âpre, c'est beaucoup plus facile, c'est vrai, de parler de philosophie, mais en tout cas c'est excitant et puis c'est un vrai sujet de dirigeant, donc on espère que ça vous a plu. À bientôt, au revoir.